incombe la responsabilité de terminer cette table ronde. Vous allez donc en tant que philosophe réunifier ce concept de filiation qui a été quelque peu éclaté précédemment. La question qu'on vous pose, donc, comment est-ce que le philosophe et la philosophie peuvent-ils aider à unifier l'approche que l'on a de la filiation? Je dirais que la diversité des approches que nous venons d'entendre montre bien la complexité du problème et la difficulté qu'il peut y avoir à procéder à une unification de ce concept. Ce que la philosophie serait bien incapable de faire de toute façon. Par contre, ce qu'elle peut faire, et c'est son rôle en règle générale, c'est tenter d'approfondir la question, ou du moins de réfléchir sur la question elle-même, à partir de remarques. D'abord, le fait qu'il faille des regards croisés montre bien, effectivement, l'absence d'unité dans la conception de la filiation. Deuxième élément, nous avons parlé de l'affiliation et on a ajouté un pluriel à un concept qui avait traditionnellement vocation à être utilisé au singulier. Donc le passage du singulier au pluriel est en lui-même significatif et montre bien la difficulté et voire l'impossibilité qu'il y a à déterminer, sinon de façon qui serait dogmatique, ce que pourrait être véritablement la filiation. Ce que l'on peut remarquer au départ, c'est effectivement que c'est quand même, je rejoins ce que vient de dire M. Violet, une caractéristique de l'humain par rapport à la chose ou par rapport à l'animal, que d'être capable de s'interroger sur ses propres origines, en se posant des questions aussi simples que fondamentales. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Et pourquoi suis-je là? Ce type de questions, ce sont des questions qui sont à la fois métaphysiques d'abord et qui sont éthiques en même temps. Donc, cette interrogation est devenue aujourd'hui particulièrement complexe et angoissante, dans la mesure où, effectivement, comme le dit Michel Foucault, un seuil a été franchi. Ce seuil, c'est le seuil qu'il appelle le seuil de la modernité biologique. Et cette modernité biologique fait que l'homme actuel est devenu, dans une certaine mesure, dangereux pour lui-même et, par voie de conséquence, dangereux, je dirais, dans la mesure où, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Duchamp, les technologies ont effectivement progressé, mais ces technologies sont en même temps vectrices de dérives considérables. Donc je reviens à la détermination de Michel Foucault, disant que l'homme n'est plus, comme il était chez Aristote, un vivant politique, il est devenu un vivant dans la politique duquel sa vie d'être vivant est en question. Non seulement sa vie, mais de façon plus large, la vie de sa descendance. D'où la question qu'on peut se poser, est-ce que nous n'assistons pas à une dislocation de la structure de la filiation? Autrement dit, est-ce que effectivement cette filiation qui est investie à la fois au départ d'une détermination naturelle, elle est du moins conçue dans son origine à l'imitation d'une nature posée comme un modèle, et elle devient très vite de l'ordre de la représentation symbolique. Le lieu d'identification de la filiation restant la famille. Donc, on voit qu'une interrogation sur la filiation induit nécessairement une interrogation sur la famille.
La famille qui, effectivement, peut être elle-même conçue de façon excessivement diversifiée à l'heure actuelle. Il n'en reste pas moins vrai que, pour reprendre une formule de Renan, notre histoire ne s'est pas faite avec des personnes seules, nées de parents inconnus et mortes, célibataires sans enfants. Ce qui veut dire que la filiation, c'est aussi la constitution d'une chaîne de génération. C'est en même temps, à l'intérieur de cette chaîne, je dirais la reproduction en quelque sorte d'un système d'obligation, la conscience de ce système d'obligation et à partir de là, la volonté de rencontrer chez l'homme des finalités qui sont à la fois conscientes, réfléchies bien entendu, et qui débouchent sur des problèmes éthiques. Alors, on a vu, et nous sommes devant un problème, je dirais, une approche du problème radicalement nouvelle, dans la mesure où la science permet aujourd'hui de faire passer ce qui était auparavant considéré comme impossible dans le régime de l'événement possible. Le droit tend à transformer ce qui est possible en légitime. Le désir subjectif caractéristique des, je dirais, sociétés hédonistes contemporaines veut faire passer cette légitimité en principe régissant impérativement la société. On peut dire que toutes ces tentatives laissent la réflexion philosophique très perplexe devant l'urgence de ce qui a tendance à se transformer en véritable pouvoir sous la pression d'une actualité qui se veut centre de valeurs et de référence. Donc, on voit à partir de là que la nature, qui avait été un modèle de base, se trouve radicalement remise en question, sinon oubliée, et, comme le dit Ancionas, jamais une époque n'a disposé d'une telle puissance, ni porté une telle responsabilité. Et c'est bien de la responsabilité qu'il s'agit aussi lorsqu'on s'interroge sur la filiation. Car il s'agit, par nos décisions actuelles, du bien de ceux qui seront ultérieurement affectés par la filiation, mais sans avoir été jamais consultés. Donc, ce qui est commun à toutes ces interprétations, c'est de toute façon, que ce soit par le biais du droit, par le biais de la médecine ou par le biais de la psychologie clinique, c'est malgré tout un même effort pour tenter d'arracher l'homme à sa vulnérabilité. Tenter également d'instituer la continuité historique et sociale, tenter d'évoquer cette responsabilité qui n'est pas simplement liée au désir subjectif d'un couple, mais qui va jusqu'à la question de la responsabilité à l'égard de l'espèce elle-même. Donc on peut dire que, enfin, du moins la réflexion philosophique aurait tendance à insister là-dessus, c'est-à-dire sur l'idée que la filiation ancre l'homme dans la responsabilité, elle l'ancre dans un projet à la fois subjectif, social, politique en quelque sorte, mais surtout éthique, dans une récupération du passé, car c'est bien de la chaîne des générations qu'il s'agit, et dans la projection vers l'avenir. Donc, sur ce plan-là, on peut dire qu'elle est bien l'élément constituant de cette chaîne des générations évoquée par Kant, et qui est constitutive de la réalité et du maintien du développement de l'espèce.
par la voie, bien sûr, de la transmission d'un acquis. Alors, nous avons dit tout à l'heure que la filiation, c'était aussi le rattachement au groupe familial. Ce groupe familial, dont un penseur comme Régis Debray dira qu'il s'agit là d'un appareil généalogique, c'est-à-dire d'un appareil qui est à la fois un appareil psychique, permettant de relier l'individu à un groupe d'appartenance, et un appareil juridique, puisque la règle de droit préside quand même, malgré tout, je dirais fondamentalement, au rapport de filiation ou d'adoption. Mais également, on ajoute bien sûr l'appareil biologique. Alors je ne sais pas si l'expression est correcte, maintenant j'ai un doute. Donc la reconnaissance de liens directs ou indirects sur le plan biologique. Il n'en reste pas moins que le lieu de l'identification de ce système reste malgré tout la famille, avec cette volonté inhérente à l'être humain, à la fois de pouvoir se survivre et d'apprivoiser le temps à défaut de pouvoir le dominer. Donc, on est parti, je dirais, si l'on très rapidement fait, non pas l'historique, mais si on remarque, si on prend juste quelques points de repère historique ou des points d'ancrage concernant ce problème, eh bien, si on remonte à Homère, chez Homère, dans l'Iliade notamment, le fils est pensé comme le prolongement du père. Il est fils d'eux, et il se détermine par la référence et par le nom du père. Il est encore plus vaillant que son père, on dit à plusieurs reprises Homère. Donc la filiation, c'est d'abord quelque chose qui est pensé comme la transmission de qualité, de vertu, même si génétiquement ce n'est plus tout à fait considéré comme correct. Chez Homère, c'est la vaillance, c'est le courage qui va déterminer une relation de filiation. Donc on voit qu'elle obéit à la volonté de transmission, à la continuité généalogique, et qu'elle obéit à ce désir de se succéder à soi-même dans la temporalité. C'est là peut-être qu'on retrouve ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire le désir narcissique, finalement de captation, je dirais presque de récupération de l'enfant, utilisé à ses fins, je dirais, à la fois de succession, mais en même temps une sorte d'immortalité, ou du moins la seule peut-être forme d'éternité permise à l'homme, la lignée biologique se doublant d'une volonté de lignée spirituelle. C'est dans ce sens que l'on parle de l'esprit de famille, et la filiation, c'est aussi la transmission de ce qu'on a appelé tout à l'heure, très justement, le roman familial, avec tout ce que cela intègre, bien évidemment. Donc, on voit qu'il est important, par conséquent, de comprendre que la filiation est à la fois, a été pensée au départ comme un élément naturel, comme un problème naturel. Elle est devenue par la suite une création sociale. Elle est, dans une certaine mesure, elle a effectivement fait éclater, je dirais, une relation entre le géniteur et le père. Donc, on voit par conséquent qu'il est difficile, à partir de là, d'unifier ce concept de filiation. Parmi les constantes, bien sûr, le désir subjectif des parents, par rapport auquel on peut se poser la question de savoir s'il ne l'emporte pas, parfois, sur l'intérêt des enfants. En même temps, il est évident
que par la réflexion sur les filiations, il y a au niveau de la famille un privilège accordé à une fonction qui est la fonction gestationnelle. De même qu'effectivement, mettre en avant la filiation, c'est considérer qu'il n'y a pas simplement le désir de lignage, le désir de laisser trace, de se survivre, etc. Mais il y a aussi le besoin de reconnaissance sociale. On a évoqué tout à l'heure, je crois que c'est Madame Moury, qui a évoqué cet exemple tout à fait étonnant, où une femme dira « Oui, mais les copains de mon mari avaient tous une descendance, avaient tous un enfant, et donc un désir d'imitation sociale qui pourrait intervenir à partir de là. » Donc des comportements qui nous laissent effectivement très perplexes, dans la mesure où on peut se poser la question de savoir si l'affiliation peut être effectivement, essentiellement pensée comme un enjeu de pouvoir, si elle peut être simplement restreinte à un objet de désir, mais on sait que le désir est subjectif, contingent, aléatoire et variable. Donc, ça veut dire, par voie de conséquence, peut-on, alors que l'affiliation pose un problème fondamental de responsabilité éthique, notamment, est-ce que cette responsabilité peut être rattachée à un simple désir subjectif? On voit par conséquent que cette filiation qui était transmise, on en voit beaucoup d'éléments très intéressants, mais je ne peux pas entrer dans le détail, au niveau notamment de la civilisation grecque dans l'Antiquité, dans la mesure où la filiation est aussi pensée comme un héritage tragique, comme une destination tragique. Maintenant au fils d'Atrée et à ce titre, susceptible effectivement d'être destructeur. Vous connaissez bien entendu la tragédie d'Oedipe et la malédiction qu'il va transmettre à ses enfants et donc à toute sa descendance. Donc, il y a là, je dirais, déjà l'idée de liens qui sont des liens sociaux, qui ont des conséquences éthiques. Il y a aussi l'intervention de liens qui sont fictifs et la question que l'on peut se poser est donc de savoir comment la filiation peut en quelque sorte déterminer un système de relations entre des parents, comment elle peut, et ça c'est un problème que les technologies actuelles posent, je crois, avec difficulté, comment peut-on parler d'un désir d'enfant alors que l'enfant n'est pas encore né? Comment peut-on déterminer un enfant potentiel, un enfant fictif, alors qu'il n'est pas véritablement encore là? Alors, est-ce que c'est le désir d'enfant? Est-ce que c'est le désir de soi? Est-ce que c'est le désir d'une projection imaginaire? Point d'interrogation. On ne peut bien évidemment que se poser la question. D'accord, je vais vous demander de conclure rapidement, parce qu'on a encore beaucoup de questions à soulever. Merci. On disait, le temps ne manque jamais aux philosophes. C'est un des rares points sur lesquels je suis en opposition. Bien, donc on voit que effectivement il y a un risque, comme l'a montré tout à l'heure le professeur Bujon, concernant la structure de la parenté à l'heure actuelle,
Deuxième, dernier point, si vous voulez, ou avant-dernier, on voit que la question qu'on peut se poser est alors de savoir est-ce que l'intérêt, les affects, la notion d'utilité peuvent être des critères de vérité. En même temps, les lois concernant l'affiliation doivent-elles ou non, point d'interrogation, nécessairement s'aligner sur le courant d'opinion. Il est important de comprendre à partir de là que ce que la réflexion philosophique cherche avant tout dans l'affiliation, c'est la reconnaissance d'une dignité, c'est la reconnaissance de la valeur de l'humain, mais c'est aussi peut-être voir dans la personne humaine, je dirais, quelque chose qui la dépasse infiniment. Or, ce qui est caractéristique et que l'on retrouve dans l'affiliation, c'est la dévaluation ontologique actuelle en ce qui concerne tout ce qui touche au vivant. On parle du droit à l'enfant, mais on peut considérer que l'enfant n'est pas un dû. Il n'est pas un dû, il n'est pas un produit, il n'est pas non plus une chose. Alors, à côté de cela, la filiation n'est pas toujours souhaitée, voire acceptée, rejetée parfois, comme le montre un certain nombre d'exemples littéraires. Je pense à Camus, je pense notamment à Sartre qui rejette totalement la filiation. Et on voit que, effectivement, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui une filiation a un prix. Pourquoi ce phénomène, qui est peut-être d'abord institutionnel, est devenu véritablement un problème. Donc, on voit à partir de là qu'il y a parfois un certain prix, enfin, une dislocation. Voilà. J'en resterai à la notion de dislocation pour ne pas entrer dans un jugement de valeur. La question qui se pose est de savoir si l'humanité doit être ou non organisée selon le droit ou selon le désir. Donc, ce que montre la filiation, c'est à la fois, je dirais, la difficulté de mettre la valeur et la réalité en relation. En même temps, c'est aussi de comprendre que les difficultés et les hésitations de la réflexion sur la filiation viendraient peut-être de ce que nous avons perdu, le tracé d'une énergique définition de l'homme qui permettrait d'exclure l'inhumain. Merci beaucoup, Madame Rousseau. Merci.